Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour l'enregistrement de cette émission thématique, enregistrement qui a lieu à Sciences Po, dans l'amphithéâtre Chapsal. C'est donc la deuxième fois cette année que nous sommes accueillis par Sciences Po, que nous remercions, et je crois pouvoir annoncer que ces enregistrements à Sciences Po seront suivis d'autres enregistrements l'année prochaine et d'une façon générale, d'une manière régulière. Nous sommes ici aujourd'hui autour d'un thème qui est le thème du tourisme, et même plus précisément le thème de l'évolution du tourisme, de la manière dont le tourisme se trouve en face de son évolution gigantesque et d'une sorte d'hypertourisme. Quand je dis nous, c'est d'abord le professeur Rémi Knafou, que je remercie d'avoir accepté notre invitation, dont je dirai tout à l'heure qu'il vient de publier un livre sur ce sujet et qui est géographe. C'est une autre géographe, Béatrice Gibelin, connue de nos auditeurs, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote. C'est Nicole Niesotto qui a enseigné au Conservatoire national des arts et métiers, qui est la vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et c'est Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Le tourisme, disait Jean Mistler, qui n'était pas un progressiste à proprement parler, le tourisme est une industrie qui consiste à transporter des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux. Et un sociologue latino-américain a écrit d'une manière, je crois, encore plus terrible, « Les barbares détruisent, les touristes profanent ». C'est une des tendances qui se sont fait jour ces dernières années pour maudire une industrie qui, par ailleurs, a de plus en plus de consommateurs chaque année, mais je pense que ceux qui citent Jean Mistler et ceux qui citent ce sociologue latino-américain pensent qu'ils ne sont pas des touristes, mais qu'ils sont des voyageurs. Quoi qu'il en soit, près d'1,4 milliard de touristes internationaux voyagent chaque année à travers le monde, contre seulement 25 millions en 1950. À ces flux s'ajoutent près de 9 milliards de voyages domestiques, et le tourisme est donc devenu l'un des phénomènes majeurs de la mondialisation, représentant près de 10% du PIB mondial et plusieurs centaines de millions d'emplois. Mais derrière cette croissance spectaculaire apparaissent de nouvelles fragilités, pression accrue sur les territoires, hausse des prix du logement, dépendance économique de certaines destinations, multiplication des déplacements longue distance et impact environnemental croissant. Rémi Knafou, vous êtes géographe, je viens de le dire, vous êtes professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous avez été directeur de recherche au CNRS, vous êtes un spécialiste reconnu des mobilités, du tourisme et de l'aménagement des territoires. Vous avez consacré une grande partie de votre carrière à l'étude des transformations des espaces touristiques depuis vos travaux pionniers sur les stations de sport d'hiver des Alpes françaises jusqu'à la création du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges et de la revue scientifique Vivien. Vous venez de publier Hypertourisme, le tourisme à l'épreuve de sa démesure, dans lequel vous proposez une réflexion critique sur l'expansion continue du tourisme mondial et sur ses conséquences économiques, sociales et environnementales. Face à ces défis, vous défendez l'idée d'un tourisme davantage régulé et plus attentif aux habitants, aux ressources des territoires et aux limites environnementales. Vous plaidez notamment pour un tourisme réflexif qui invite chacun à interroger ses pratiques de voyage, ainsi que pour des territoires d'équilibre capables de concilier attractivité touristique, qualité de vie locale et soutenabilité. À travers cet ouvrage, vous posez une question centrale qui dépasse le seul secteur du tourisme. Comment continuer à voyager dans un monde confronté à ses limites écologiques, sociales et géographiques? Vous montrez que le tourisme contemporain repose sur une logique de croissance continue des flux, des mobilités et des expériences. Est-ce que, ce sera ma première question, est-ce que cette logique est propre au tourisme ou est-ce qu'elle reflète un fonctionnement plus général de nos sociétés? Rémi Knafou. Eh bien, effectivement, cette logique n'est pas spécifique qu'au tourisme, c'est la logique de la consommation en général ou de l'hyperconsommation
que le tourisme incarne à sa manière et au plus haut niveau. Et vous l'avez rappelé, il y a à l'endroit du tourisme une longue tradition de tourismophobie, il faut bien l'appeler ainsi, que je ne reprends pas à mon compte, puisque j'en suis moi-même critique de cette tourismophobie, et donc je me trouve dans une position relativement inconfortable, qui consiste à la fois à critiquer la tourismophobie comme étant, notamment, je pourrais m'en expliquer si nécessaire, comme une forme de mépris de classe de la part de ceux qui ont inventé le tourisme et qui n'ont jamais fondamentalement accepté que d'autres plus nombreux viennent les rejoindre. Et puis, par ailleurs, ce que je constate dans le fonctionnement du système touristique, cette croissance exponentielle, ce toujours plus, qui fait que il me paraît nécessaire effectivement de réfléchir plus que jamais à des formes de régulation. Et donc, je me suis en particulier interrogé en constatant ce qui se passait après l'épisode très particulier de la pandémie de Covid, qui a quand même été un épisode majeur dans l'histoire du tourisme, parce que même pendant les guerres mondiales, le flux touristique n'avait jamais été complètement interrompu. Et là, les flux internationaux ont été complètement interrompus. C'est donc une première dans l'histoire du tourisme à l'échelle mondiale. Qui plus est d'un tourisme qui était infiniment plus développé, évidemment, que celui, n'en parlons même pas de la Première Guerre mondiale, mais même de la Seconde Guerre mondiale. Donc, cette pandémie a interrompu brusquement un système qui avait d'ailleurs ignoré les quelques alertes précédentes, type l'épidémie de SRAS en Asie, par exemple. Et ce mouvement-là n'a pas été finalement exploité comme les débats durant les confinements l'avaient pu permettre de l'envisager, puisqu'on nous avait expliqué, je n'y avais jamais pas participé moi-même, mais que le lendemain serait différent. Il n'a en rien été différent. Et ce que j'ai constaté finalement, c'était que avec ce qui s'était passé durant la pandémie de Covid, cette interruption brutale des flux internationaux, eh bien, nous étions passés à côté qui ont été ensuite qui ont repris de plus belle, avec une accélération, même un rattrapage qui s'est fait consécutivement à la frustration qu'avait pu entraîner de la part de ceux qui avaient l'habitude de partir le confinement. Nous avons pu constater une vulnérabilité des entreprises, des économies touristiques en général, une grande injustice dans la distribution des coûts, en même temps la position concrète de ralentir le tourisme. Nous avons vu concrètement pendant la pandémie, et y compris pendant les phases de déconfinement à l'intérieur des frontières nationales ou même dans un rayon de 100 km, comment les choses se redistribuaient et qu'il était possible d'avoir un tourisme de proximité, ou même, par exemple, les palaces de la Côte d'Azur n'ont jamais aussi bien fonctionné que lorsque les flux internationaux ont été stoppés. Pour une raison assez simple, c'est que alors certes les Russes, les Ukrainiens, etc., les Émiratis ne venaient plus, mais ils ont été remplacés par la clientèle française à haut revenu qui ne pouvait plus aller à l'extérieur. Donc on voit bien que des redistributions étaient possibles. Tout ça n'a pas été exploité. On a vu aussi que du fait de la suspension des vols internationaux en particulier, il y a eu un impact très positif sur la dégradation climatique liée, imputable au transport aérien. Donc tout ça a été finalement ignoré par la reprise post-Covid, et c'est la raison pour laquelle je me suis interrogé pour savoir si nous avions simplement affaire à une amplification d'un phénomène qui, comme vous le rappelez, 25 millions d'arrivées internationales en 1950, et maintenant nous en sommes à 1,5 milliard, savoir si c'était simplement une amplification du phénomène ou bien un changement de nature. Et la réponse que je propose avec le concept d'hypertourisme, c'est que nous sommes face à un changement de nature. Une objection avant de laisser la parole à mes camarades. Vous avez parlé de l'hostilité au tourisme comme d'une manifestation de mépris de classe. Je pense que ça a sans doute longtemps été vrai, mais est-ce que c'est encore vrai quand on voit les manifestations d'hostilité aux touristes, aux êtres humains qui font du tourisme, quand on voit celles qui se passent à Barcelone, par exemple, avec les slogans sur les murs, Tourist for, là, quand on voit la rancœur d'un
un certain nombre de gens. Je pense à un endroit que je connais en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, où les gens ne peuvent plus habiter dans leur village parce que le village est auprès de la mer et que leurs enfants et leurs petits-enfants ont dû... Est-ce que maintenant, il n'y a pas une hostilité au tourisme qui est une hostilité, je dirais, de toute classe confondue? Alors, effectivement, il y a des phénomènes de rejet, non pas d'ailleurs tant du tourisme en général, mais de certaines formes de tourisme. Barcelone a été l'épicentre de ces formes de rejet, puisque c'est la première fois, à ma connaissance, dans le monde, qu'il y a eu des manifestations populaires avec plusieurs milliers d'habitants dans la rue pour protester contre les excès imputables à certaines formes de tourisme. Ce qui était visé, c'était dans des quartiers populaires, parce que il se trouvait que dans l'histoire même du développement urbanistique de Barcelone, les quartiers les plus proches de la mer, qui étaient aussi jusque dans les années 1980, début des années 90, qui étaient les quartiers les plus proches de la zone industriello-portuaire. C'est-à-dire que entre les beaux quartiers de Barcelone et la mer, il y avait une barrière quasiment infranchissable avec des usines à gaz, enfin le port qui était là, et donc c'était pas des quartiers, les quartiers en question, la Barceloneta et puis d'autres, et n'étaient pas des quartiers convoités par les catégories supérieures de la population. Et donc c'est dans ces quartiers-là, dès lors que Barcelone a opéré sa mue urbanistique, que ces quartiers se sont retrouvés en première loge, en quelque sorte, au contact de la mer, ce qui était le plus désirable. Et de ce fait, les habitants qui étaient là, qui n'étaient pas propriétaires pour la plupart de leur logement, qui payaient des loyers bas, se sont vus concurrencés par les touristes et par toutes les entreprises qui ont racheté des immeubles entiers, ont mis à la porte les gens et augmenté, transformé en logements touristiques des logements souvent insalubres. Et donc, il y a eu tout un mouvement d'éviction de la population, et c'est cette population-là qui est allée manifester dans la rue. Donc, et on comprend tout à fait ces formes-là. Mais pour en avoir discuté avec des responsables d'associations à Barcelone, ils ont la lucidité de ne pas attaquer le tourisme en général, mais certaines formes de tourisme en particulier, certaines formes de spéculation et l'absence de régulation, qui maintenant intervient à Barcelone, puisque je ne vais pas monopoliser la parole, mais il y a maintenant des mesures de régulation qui ont été introduites par la maire précédente et son successeur aujourd'hui, et qui devraient avoir des effets notables. Honneur à la géographie, Béatrice Gibelin. Oui, surtourisme, hypertourisme, on a tendance parfois à confondre l'un et l'autre. Pour vous, je crois que le surtourisme, c'est quand, dans un lieu, la capacité d'accueil des touristes est largement dépassée, et que à partir de ce moment-là, on ne peut plus vraiment faire face, et qu'on se trouve dans une situation de fort embouteillage. Montmartre ferait-il partie de cette qualification de surtourisme, par exemple? Mais est-ce qu'il peut pas aussi être considéré comme un hypertourisme, dans la mesure où l'hypertourisme, c'est des flux qui arrivent sur des points qui sont mondialement repérés, et au fond, peut-être que Montmartre relève de ça. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que la séparation, la distinction très nette et très claire entre surtourisme et hypertourisme, elle n'est pas si simple que ça à faire. Venise, par exemple, Venise, c'est à la fois du surtourisme et de l'hypertourisme. On peut peut-être poser des questions comme ça. Alors, Dubaï serait peut-être, lui, que de l'hypertourisme, et sans être qualifié de surtourisme. Je pense que c'est intéressant qu'on s'y retrouve un peu là-dedans, pour essayer de bien caractériser, au fond, les problèmes que ça pose. En deux mots, effectivement, l'hypertourisme, pour moi, c'est le système mondialisé de mobilité qui met en concurrence tous les acteurs du système. Voilà. C'est ça, c'est le système global qui produit des symptômes, parmi lesquels le plus connu est le surtourisme, c'est-à-dire un effet de saturation de certains lieux, en général de saturation d'ailleurs saisonnière ou passagère. Et donc je fais une différence très claire entre le système qui produit tout ça, qui est l'hypertourisme, le processus qui est la touristification, c'est-à-dire la transformation des espaces par le tourisme au point que pour certains, on parle même de subversion de certains territoires, et puis des symptômes, le plus connu étant le surtourisme. Nicole Niesato. Moi, je trouve que votre livre est à la fois fascinant et quand même effrayant.
la réalité que vous décrivez, quand on compare à ce qu'on peut savoir des vacances pendant les premiers congés payés en 1936, et moi ma seule référence c'est le livre le film de Jacques Tati, Les vacances de Monsieur Hulot, avec cette découverte émerveillée de la mer, et quand on compare avec l'hypertourisme que vous décrivez avec des chiffres effectivement incroyables, 8 milliards d'habitants sur Terre, 10 milliards par an de déplacements touristiques, avec une très grande inégalité. Vous dites aussi qu'il n'y a que 7% de la population mondiale qui prend l'avion tous les ans pour des raisons de touristiques. Et donc, vous décrivez une réalité qui est, enfin, à mes yeux, en tout cas, profondément effrayante, que je pense que le terme hypertourisme est extrêmement bien pertinent parce que ça réfère à une structure particulière, à la fois de la mondialisation, donc une structure particulière du marché, et une structure particulière également du rapport de l'homme au monde. C'est-à-dire, quand on voit tous les touristes aujourd'hui, évidemment, ils veulent voir quelque chose, mais ils veulent surtout faire voir qu'ils sont là, qu'ils voient. C'est un peu, il y a à la fois une surconsommation de l'espace et une communication narcissique du voyage qui est absolument phénoménale. Alors moi, ma première question que j'aimerais vous poser, c'est jusqu'où peut-on aller dans cet hypertourisme, parce que là, déjà, tous les espaces de la planète sont occupés. Comme il faut être différent des autres, on va vers la rareté, l'Everest, l'Antarctique, l'espace aussi, il y a le tourisme spatial, mais jusqu'où, quelle est la limite à la fois économique, sociologique, politique de cet hypertourisme? Rémi Knafou. Effectivement, il n'y a pas de limite. C'est bien la caractéristique de cet hypertourisme, c'est qu'en lui-même, il n'a pas de limite. Si on n'introduit pas, si le politique, parce qu'il faut politiser la question, si le politique ne s'intéresse pas davantage à ça et ne fait que récolter les fruits de la croissance économique, il n'y a aucune limite. Et nous sommes dans un système, effectivement, dans lequel il n'y a aucune limite. Là, le géographe que je suis a constaté que c'était l'activité humaine la plus ubiquiste. Bon, c'est-à-dire celle qu'on peut retrouver absolument à toutes les latitudes, plus que l'agriculture, évidemment, plus que l'industrie, puisqu'on peut retrouver des touristes absolument à toutes les latitudes, y compris sur le continent antarctique, grâce aux navires qu'on construit spécialement, grâce aussi au vol aérien, puisque depuis 2021, il y a eu un premier vol d'essai entre deux confinements. Il y a des vols pendant l'été austral entre le Cap et le continent lui-même, c'est-à-dire qu'on atterrit sur la glace. Et ce sont des avions qui font l'aller-retour avec une quarantaine de passagers maximum, parce qu'il faut qu'ils puissent embarquer le kérosène pour faire l'aller-retour, puisqu'il n'y a pas encore de dépôt de kérosène dans le continent antarctique. Mais ceci pour dire que, voilà, grâce à tous ces éléments de transport qui ne font que croître et embellir, puisque on est en train de multiplier les navires dits d'expédition pour aller dans les zones polaires. On multiplie les aéroports dans les endroits les plus variés du monde. Donc tout l'équipement est fait pour qu'effectivement on puisse davantage encore investir la planète, et que le système en lui-même n'a pas de limite. C'est la caractéristique de ce système. Et quand je dis qu'il n'a pas de limite, ça veut dire que il est irresponsable au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il ne se préoccupe pas de l'effet sur la planète, de l'effet sur les sociétés, sur les économies, sur les cultures. C'est pas son problème. Alors, il faudra, je pourrais nuancer le propos éventuellement, mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. D'où la nécessité des régulations. Marc-Olivier Padis. Oui, mais pour parler régulation, justement, ce qui est vraiment très intéressant dans votre réflexion, c'est qu'on cerne bien le paradoxe central de l'hypertourisme qui attire sur un certain lieu, mais fait disparaître en même temps les qualités particulières de ce lieu qui justifiaient son attractivité au départ. On peut penser à toutes sortes d'exemples. Par exemple, le développement du tourisme en Espagne était dû au fait que l'Espagne sous Franco était restée en marge d'une certaine modernisation, et donc les gens pouvaient aller là-bas en se disant tiens, on va retrouver quelque chose qui a disparu chez nous, et en même temps le tourisme a contribué à la modernisation très rapide de l'Espagne.
Ou l'exemple que vous venez de donner sur les glaciers est encore plus frappant, puisque en fait les touristes qui vont assister à la disparition des glaciers participent eux-mêmes du réchauffement avec le déplacement en avion qui est responsable de cette disparition des glaciers. Donc il y a quelque chose d'assez vertigineux dans ce paradoxe. Mais je voulais vous interroger sur les régulations parce que ce que votre concept d'hypertourisme permet de voir, c'est que, en tout cas, moi je propose une lecture, il y a quand même des problèmes de type différents qui appellent sans doute des régulations différentes. Par exemple, donc je vous vois 3 problèmes en gros. Il y a le problème d'abord de la mobilité intense, dont le problème, la question la plus centrale, c'est le trafic aérien, puisque on n'a pas aujourd'hui d'alternative décarbonée au kérosène. Et le kérosène décarboné, c'est pas pour demain. Et donc ça, c'est un problème, c'est un enjeu pour le climat, pour les émissions de gaz à effet de serre, donc qui appelle une régulation spécifique. Deuxièmement, il y a des problèmes de conflit d'usage. L'exemple que vous avez donné de Barcelone, donc par exemple sur les locations saisonnières et de courte durée, il y a une rivalité pour l'accès au logement dans des quartiers qui sont devenus, comme vous l'avez très bien expliqué pour Barcelone, attractifs pour les touristes, donc qui sont à la fois centraux et ils sont vidés de leur population et saturés par moment, ce qui est une situation particulière. Mais là, c'est une question urbaine et sociale qui appelle aussi des régulations d'un autre domaine. Et puis il y a un troisième grand sujet qui est ce que vous appelez à proprement parler le surtourisme, c'est-à-dire la concentration ponctuelle dans des lieux réputés. Mais là, il me semble que c'est le problème peut-être le moins difficile, c'est-à-dire c'est un problème d'aménagement, de circulation des flux, de restriction d'accès. Je pense par exemple aux calanques de Marseille où maintenant il faut réserver pour avoir accès. Alors ça peut faire mal au cœur, mais ça peut se comprendre aussi. Et donc peut-être que avec des zones d'accès contrôlées, avec des moments réservés, etc., on doit pouvoir limiter les impacts négatifs ponctuellement. Donc comment est-ce que vous voyez cette question des régulations ? Rémi Knafou. Alors effectivement, sur les 3 problèmes soulevés, il y a des réponses différentes et surtout inégalement performantes. Sur les mobilités, parce que ce qui crée le plus de difficultés liées au tourisme, ce sont les transports. Or, par définition, le tourisme étant un déplacement, il faut des transports. Et le transport aérien est non seulement le plus polluant, mais aussi, si on raisonne dans le cadre de l'économie capitaliste qui est la nôtre, c'est là où il y a le plus de distorsion de concurrence, puisque le kérosène à l'international n'est pas taxé. Convention de Chicago 1944 en faveur du développement du trafic aérien, contrat parfaitement rempli. Donc, mais il y a une distorsion de concurrence qui est flagrante. Quand on prend sa voiture, quand on prend un train, quand on prend un bus, on paye des taxes sur l'énergie, ce qui n'est pas le cas pour l'aérien international. Bon, donc on voit bien à quel point on est loin là de la régulation. Et même l'Union européenne, qui était la mieux placée finalement pour introduire de la régulation dans ce système-là, parce que même si l'espace aérien de l'Union européenne n'est pas gigantesque, si l'Union européenne avait réussi à introduire le principe de la taxation dans son espace aérien, ça aurait donné le ton et changé pas mal de choses dans le fonctionnement du système des mobilités internationales. La Commission européenne a indiqué il y a relativement peu de temps que c'était renvoyé non pas au calendrier grec, mais après 2035. Bon, alors qu'il y avait des travaux en commission qui étaient de même relativement avancés. Donc on voit que de ce point de vue, là, la régulation, elle est à attendre. Bon. Pardon, un mot sur cette régulation-là. Les taxes augmentent les prix aboutissent à renforcer le système ancien, c'est-à-dire le tourisme à la portée des gens les plus riches et excluant les gens qui ont les revenus les plus bas, non ? Oui, absolument. Mais là, on est dans un système qui est fondamentalement inégalitaire et de ce point de vue, j'ai l'habitude de dire que le tourisme, c'est un miroir grossissant de nos travers et de nos inégalités, puisque c'est une toute petite minorité de la population qui
qui prend d'abord l'avion, qui voyage souvent et qui contribue à émettre le plus de gaz à effet de serre de ce point de vue. Alors, la caricature étant même ce qui s'est passé lorsque Jeff Bezos et quelques-uns de ses invités étaient partis pour que 7 minutes dans la haute atmosphère et c'était en 2021, si je me souviens bien, et un économiste parisien avait calculé que ça avait représenté autant de d'émissions de gaz à effet de serre en 7 minutes que le milliard d'habitants le plus démuni de la Terre pendant toute leur vie. Bon. Donc, on est bien dans une situation d'inégalité extrême. Bon. Deuxième type de régulation, effectivement, là où il y a conflit d'usage et même là où il y a situation de surtourisme, il y a des réponses possibles, à la condition que les lieux d'accueil le veuillent bien et ne tiennent pas un double langage. Parce que de ce point de vue, c'est quand même le double langage qui est le plus répandu. Venise, de ce côté-là, est un exemple assez remarquable, puisque à Venise, on prend un certain nombre de mesures que les médias présentent généralement comme étant destinées à restreindre le mouvement touristique, ce qui n'est pas du tout le cas. À Venise, on a les Vénitiens ont un problème, c'est qu'il y a non pas trop de touristes, mais trop, pour reprendre les définitions statistiques, d'excursionnistes, c'est-à-dire de gens qui viennent à la journée et qui ne dorment pas. Or, ces excursionnistes, on ne les aime pas à Venise, mais partout ailleurs. On ne les aime pas, ces gens-là, parce que ils viennent, ils encombrent l'espace, ils laissent des papiers gras et ils ne dépensent pas beaucoup. Donc, aucun intérêt pour le lieu. En revanche, les touristes, ceux qui dorment, puisque pour être touriste, il faut déjà passer une nuit dans un logement, les touristes, eux, on les aime. Pardon. Et à Venise, donc, on continue à augmenter la capacité d'accueil. Donc, dans le même temps, on va taxer de 5 € les gens qui viennent à la journée, ce qui d'ailleurs ne me choque pas du tout, puisque ça correspond à peu près au coût de ramassage des ordures par touriste. Donc, ça me paraît normal que les gens qui viennent à la journée contribuent aussi par la taxe, s'ils la payent, à l'entretien du lieu. Mais Venise donc continue à avoir une capacité d'accueil qui augmente, et d'ailleurs il suffit de voir les travaux à l'aéroport qui visent à un doublement du trafic dans les 10 ans qui viennent. Donc on voit le double langage est un problème généralisé. Alors il y a des efforts qui sont faits. Je faisais allusion à Barcelone, aux dernières décisions à Barcelone. Par exemple, le maire de Barcelone est en train de doubler le coût de la taxe pour les croisiéristes. Ça va passer de 4 à 8 € par personne et par jour. Bon, je ne sais pas si ça contribuera à dissuader, parce que il faut voir aussi le rôle de ces taxes. En gros, elles ne dissuadent pas, mais elles permettent de faire entrer de l'argent dans les finances communales, ce qui n'est pas plus mal, mais ça ne joue pas le rôle de dissuasion. À Florence, le maire a pris une décision courageuse il y a quelques mois. Je suis en train de regarder maintenant comment les choses se passent, parce qu'entre le moment où on prend la décision et le moment où elle se passe, c'est intéressant de voir s'il y a un décalage. Il a pris la décision de supprimer, quand même une décision sans précédent jusqu'à présent à ma connaissance, de supprimer les terrasses de restaurants et de cafés dans 60 rues du centre. Parce que c'est une des caractéristiques des situations de surtourisme, et j'en parle dans mon livre à propos de Cefalù, par exemple, mais c'est juste un cas parmi d'autres. J'avais été frappé en revenant dans le lieu 9 ans après de voir que tout l'espace public était rempli par des terrasses de cafés, de restaurants, plus une sonorisation invasive. Bon. Et c'est un phénomène qui est général. L'appropriation de l'espace public par les terrasses. En général, d'ailleurs, c'est une des conséquences du Covid. C'est-à-dire qu'après le Covid, pour relancer l'activité, les municipalités en France, partout dans le monde, ont été assez libérales dans l'octroi d'occupation de l'espace public, et après, les choses sont restées en l'état. Donc le maire de Florence vient de décider de faire disparaître des rues centrales les terrasses des cafés et des restaurants, ce qui est une véritable révolution dans l'économie touristique. Alors ça n'est pas sans créer de difficultés, mais pour l'instant, semble-t-il, ça fonctionne grâce à
un positionnement politique un peu souple, le maire a indiqué qu'on réévaluerait la situation au bout de 5 ans. Voilà. Peut-être un peu avant les élections, c'est possible. Oui, il y a un domaine dont j'ai l'impression que vous l'ayez évoqué dans votre livre, c'est le tourisme religieux, le tourisme des pèlerinages. Il vient de se produire le grand pèlerinage à la Mecque, qui était d'à peu près 1 800 000 personnes. Hein. Ça a été beaucoup plus important, mais là, justement, il y a une régulation. Les autorités ont décidé que on ne pouvait plus accueillir tout le monde, surtout qu'il y a des actes à accomplir lors de ce pèlerinage, en particulier jeter des pierres sur une colonne, et on peut pas ramasser les pierres déjà jetées pour les réutiliser, il en faut des neuves, donc ça pose un problème, et puis un certain nombre de moutons qu'il faut aussi avoir. Donc il y a une régulation, c'est un pèlerin pour 1000 musulmans. À peu près la jauge, de façon à ce que on arrive à maîtriser pendant le temps de la durée du grand pèlerinage. Et c'est pour le petit pèlerinage qui lui est sur toute l'année, c'est 13 millions de gens qui se rendent à la Mecque. On est là dans une situation dans laquelle effectivement le déplacement des transports aériens a permis ça, hein, ce qui était dans une augmentation importante, y compris avec l'augmentation du nombre, bien évidemment, de musulmans dans le monde, avec des enjeux qui sont des enjeux de pouvoir extrêmement importants. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à la Mecque avec la Pierre Noire, où c'est le GIGN français qui est allé libérer des otages. C'était, j'ai oublié l'année, mais enfin c'était il y a déjà quelque temps. On se trouve vraiment à un endroit très précis, qui ne peut pas se déplacer, qui est la Mecque, qui est pour donc plus d'1 milliard de gens un lieu absolument majeur, qui prend des risques extraordinaires puisqu'on peut avoir effectivement des attentats malgré tout ce qu'il y a comme sécurité. Comment ça peut se régler, ce problème de cet hypertourisme religieux? Je pourrais prendre Machhad aussi. Machhad en Iran, c'est pareil. C'est 25 millions de gens qui se rendent à Machhad. Rémi Gnafou. Alors, c'est effectivement une situation de haute fréquentation particulièrement intense, qui est une variante. Alors, je ne parle pas des motivations, je parle du flux simplement, qui est une variante effectivement de situations qui font que des lieux sont fréquentés parce que ils sont désirés par une population qui elle-même a beaucoup augmenté et qui crée une pression supplémentaire. De ce point de vue, comment dire, en ne rentrant pas dans la question des motivations, mais on voit bien que on peut faire un parallèle aussi, puisqu'on parlait de Venise, la désidérabilité de Venise maintenant fait que même s'il y a tout un tas de gens que je connais qui me disent qu'ils ne vont plus à Venise, ça ne change strictement rien pour le lieu, puisque de toute façon ils sont aussitôt remplacés par des populations qui viennent de l'autre bout du monde, par des Chinois, par des Indiens, par des Indonésiens, des Brésiliens, etc. Bon, donc le réservoir est sans limite. Alors, pour le cas de la Mecque, effectivement, là, on pourrait dire que le réservoir aussi est sans limite, puisque la population qui aspire à fréquenter le lieu pour des raisons religieuses a aussi beaucoup augmenté. Et on voit dans la gestion par les autorités du lieu que là aussi, il y a quand même de l'ambiguïté. Je dirais pas le double langage cette fois-ci, mais de l'ambiguïté dans la manière de faire, parce que on a construit des hôtels géants, des tours très impressionnantes pour accueillir les pèlerins, et on a vu que, outre le risque d'attentat, effectivement, de toute façon, on était arrivé à des limites physiques qui se traduisait par une mortalité, même à certains moments de compression par la densité de la foule. Et donc là, on arrive simplement à des limites physiques qu'on rencontre aussi dans d'autres lieux de pèlerinage, dans d'autres religions, à Bénarès par exemple. Bon, voilà, nous sommes sur une planète, vous le rappeliez, plus de 8 milliards d'habitants, et c'est une partie de ces milliards d'habitants
voyagent et une partie se concentre dans des lieux qui, de ce fait, sont extrêmement exposés et vulnérables et ont à gérer avec les moyens du bord des flux qui les dépassent. Nicole Nisotto. Moi, je voudrais aborder la question d'un point de vue plus géopolitique. Vous venez de dire que le réservoir de touristes potentiels est inépuisable, ce qui est vrai. Mais en même temps, l'espace disponible pour accueillir ces touristes est limité. Il est limité par la géographie, bien sûr, mais il est très limité depuis une vingtaine d'années par la géopolitique. Quand moi j'étais jeune, à 20 ans, on pouvait aller en vacances partout, y compris en Afghanistan, en Iran, dans le sud du Sahara occidental, enfin absolument partout. Alors évidemment, on n'avait pas les moyens à l'époque, mais ni autant d'avions. Mais voilà. Aujourd'hui, quand vous regardez notamment le site du Quai d'Orsay sur ce qui est recommandé aux voyageurs, il est décommandé aux voyageurs d'aller dans une multitude de pays du Sud, dont l'Afghanistan, l'Iran, une grande partie du Sahara, l'Algérie, etc., l'Afrique noire maintenant, etc. Et donc, ça aggrave d'une certaine façon la situation parce qu'il y a toujours plus de touristes pour un espace visitable qui est, à mon avis, qui rétrécit. Et donc, ma question est, supposons qu'il y ait de nouveau une coopération ou un accord sur l'Ukraine et donc que la Russie redevienne un territoire ouvert, supposons que les choses s'arrangent en Iran, supposons que le monde aille vers une paix universelle, est-ce que ce que vous décrivez ne va pas atteindre encore des niveaux insupportables, ou inversement, est-ce que le phénomène va se développer, y compris en cas de rétrécissement accru des espaces disponibles, si on est en guerre vraiment avec tout le Moyen-Orient, etc., etc. Quelles sont les limites géographiques de cet hyper-tourisme? Rémi Knafou. Pour l'instant, effectivement, il y a quelques limites que vous avez opportunément rappelées, effectivement, de frontières fermées ou en tout cas d'espaces déconseillés. Mais les flux touristiques sont d'une extrême plasticité, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent. Et ils s'adaptent à la fois à ce qu'il est possible de faire et pas possible, et en même temps, ils sont très largement commandés par la structure de l'offre. C'est-à-dire que ce sont les lits touristiques, pour parler en termes techniques. Le lit touristique, c'est le lit dans lequel un touriste dort, que ce soit un camping, un hôtel, une résidence secondaire, enfin bon, peu importe. C'est la concentration des lits touristiques qui crée les flux. Et par définition, par conséquent, le gros de la troupe va là où il y a des hébergements. Par exemple, en France, principale concentration de lits touristiques, c'est le littoral. Et c'est le littoral qui accueille le plus de touristes en été, français et étrangers. Alors, pour répondre à la dimension davantage géopolitique, effectivement, je suis intimement persuadé que l'une des formes de régulation qui paraît souhaitable d'introduire, c'est précisément de ne pas subir ce qui ne manquera pas d'arriver. C'est-à-dire, et j'ai terminé la rédaction de ce livre à la fin décembre, et donc c'était avant la guerre en Iran, mais j'avais pronostiqué que ce qui pourrait introduire de la régulation dans le système, ou en tout cas interrompre cette dynamique exponentielle, ce sont soit des crises pandémiques, soit des crises de nature géopolitique, c'est-à-dire des crises qui paralysent une partie du trafic international, en particulier aérien. Et on voit bien, alors ce que je n'avais pas prévu, les modalités de la guerre en Iran et les retombées sur le trafic touristique, qui ne sont pas complètement négligeables, même si on arrive quand même finalement, on nous a parlé il y a quelque temps de pénurie de kérosène, et puis maintenant on voit que finalement il y a des circuits qui se sont mis en place et que le kérosène pour l'instant fonctionne, enfin arrive. On essaye de nous rassurer en nous disant précisément pour qu'on achète de nouveaux billets d'avion, que cet été devrait bien se passer. Mais on ne sait pas ce qui se passera précisément à partir de la fin de l'été, pas du tout. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'incertitudes et qu'une des manières de rendre le système moins incertain, eh bien, c'est peut-être de réfléchir aux manières
raisonnable de se prémunir vis-à-vis de ce type de problème et en particulier raisonnant à l'échelle de la France, je fais partie de ceux qui s'interrogent sur le primat de la politique touristique française qui consiste à vouloir faire venir sans cesse davantage de touristes de provenance les plus éloignées, pour des raisons qui sont d'ailleurs tout à fait compréhensibles, hein. Ce sont par exemple les touristes chinois qui sont les plus dépensiers. Donc on comprend pourquoi il y a 2-3 ans, la ministre du Tourisme, dans la même semaine, disait que la France avait l'ambition d'être la première destination de tourisme durable dans le monde et en même temps prenait l'avion pour aller à Pékin pour dire qu'il fallait que les touristes chinois reviennent en France, ce qui est totalement incompatible évidemment. On peut pas prétendre la première destination touristique durable et faire venir des touristes de l'autre bout du monde, c'est-à-dire ne pas prendre en compte l'empreinte carbone des touristes qui viennent nous visiter. Et en même temps, on voit bien quelle est l'importance de l'enjeu économique. C'est bien le dilemme devant lequel nous sommes placés. Et donc, c'est pour ça que je pense que tenir compte de ces incertitudes du trafic international, des mobilités internationales, s'intéresser davantage à des clientèles de proximité relatives, y compris européennes par exemple, pour la France, paraît quelque chose de raisonnable de façon à ne pas s'exposer à une vulnérabilité qu'on peut prévoir comme non négligeable dans les années à venir. Marc-Olivier Badis. Je voudrais poursuivre pour faire l'avocat du diable sur les retombées économiques tout de même du tourisme. Il y a eu une époque où on a trouvé une synergie positive entre le développement des vacances, du tourisme, des loisirs et l'aménagement du territoire. Vous avez travaillé sur les stations de sport d'hiver, par exemple, qui ont quand même permis de valoriser des territoires qui sinon étaient promis à la déprise agricole, simplement. Ou je pense aussi au littoral héroltois avec des grands programmes d'aménagement comme la Grande Motte qui visait à concurrencer le développement du tourisme en Espagne et qui sont d'un point de vue urbain plutôt des réussites. Maintenant, la végétation a poussé, la circulation est bien faite, etc. Et est-ce qu'on peut essayer puisque vous défendez dans votre livre l'idée d'un équilibre des territoires, est-ce qu'on peut imaginer à nouveau une politique de tourisme qui soit aussi une politique d'aménagement du territoire? Rémi Knafou. Alors effectivement, c'est une question d'importance, parce que ce que vous avez rappelé, c'est que dans un contexte tout à fait différent, d'une France qui voyait une partie de ses touristes partir à l'étranger, alors effectivement, l'été vers l'Espagne, parce que les conditions économiques étaient très favorables et il y avait une capacité d'accueil qui était en voie de constitution rapide, d'urbanisation forte. Même chose pour les stations de sport d'hiver. Les Français qui avaient les moyens de partir au sport d'hiver, allaient en majorité dans les pays voisins. Et donc c'est la raison pour laquelle, durant la période des 30 Glorieuses, c'est-à-dire avec à la fois une croissance économique forte et avec aussi un État stratège, ce qui n'est plus, me semble-t-il, le cas à l'heure actuelle. Il y a eu, à l'époque de la gouvernance gaulliste, il y a eu effectivement une grande ambition. Alors, ça s'est traduit par des moyens mis par l'État, mais finalement très inégaux, parce que l'État a investi beaucoup dans la mission interministérielle d'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, ce qu'on appelle la mission Racine. Là, l'État a investi, c'est-à-dire que sur cette côte qui était peu mise en valeur, il a fait les grandes opérations de base, en partant de la démoustique, de l'opération qui consistait à se débarrasser des moustiques, qui d'ailleurs reviennent. Ensuite, à l'assainissement, etc. Et une fois la viabilisation, c'est le secteur privé qui a pris la suite, avec une réussite indéniable. Je vous rejoins complètement. Et j'étais à la Grande Motte il y a pas très longtemps, et je vois à quel point ça me paraît une réussite. C'est-à-dire que le plan masse a été respecté.
Et il n'y a pas eu d'urbanisation sauvage dans le cadre de l'opération centrale. C'est-à-dire que on voit les forêts de pins qui ont été respectées, et l'architecture elle-même, bon, elle évolue comme elle peut, enfin comme tous les bâtiments qui ont déjà un certain âge, mais enfin tout ça se tient bien et fonctionne bien, avec une vraie réussite, puisque si ma mémoire est bonne, on a dû passer de 250 000 lits à 650 000 lits. 400 000 lits ont été créés, et avec une efficacité économique assez remarquable, parce que le coût de l'investissement public par lit créé et apparaît comme relativement faible. Dans la mission Aquitaine, l'État a mis beaucoup moins d'argent, et d'ailleurs il y a eu moins de réalisations aussi. Quant à la montagne, il faut bien reconnaître que l'État n'a pas mis beaucoup d'argent, puisque globalement il s'est contenté de créer un tout petit service interministériel qui était la commission d'aménagement de la montagne, qui était d'ailleurs pour une commission centrale, exception dans l'organisation française, qui n'était pas à Paris, mais qui était à Chambéry-Challes-les-Eaux. Bon. Donc, décentralisé. Et qu'est-ce qu'a fait l'État? Il a donc embauché quelques hauts fonctionnaires, notamment des ponts et chaussées, pour conduire une mission d'évaluation de la capacité des domaines skiables. Donc ces gens-là sont partis avec leur ski, leur pot de phoque, et puis on cartographié les domaines skiables en disant là on peut construire 40 000 lits, là on peut en faire 20 000, là on peut en mettre 50 000, etc. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite les représentants de l'État on dit aux promoteurs du privé, pour l'essentiel, voilà des opportunités, il y a un marché qui s'annonce en expansion, vous avez des sites, à vous de jouer. Et il n'y a eu qu'un seul investissement public, c'était une filiale de la Caisse des dépôts et consignations au Menuire. Tout le reste, c'est de l'investissement privé. Donc l'État a donné l'impulsion, mais n'a pas dépensé beaucoup. Mais il y avait un projet par derrière. Bon. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de projets. Pour dire les choses, il y a pas non plus les mêmes possibilités de financement, mais là où on se pose la question, et effectivement, c'est ce qui pourrait se passer dans les parties du territoire qui ne sont pas encore complètement transformé par le tourisme, et on a beaucoup de réserves d'espace en France, en matière d'espace rural notamment, et donc commence à émerger l'idée qu'il puisse y avoir éventuellement une succession lointaine à ces impulsions de l'État s'intéressant à l'espace rural pour essayer de créer des lieux d'accueil de différentes populations, y compris de celles qui ne partent pas en vacances, parce que c'est quand même un des grands problèmes de la société française, finalement, qui quand même... La France a été un des pays, un des territoires où s'est inventée la pratique touristique. Or, sur ce territoire-là, aujourd'hui, on en est à peu près à 60% de taux de départ, et sur la 20-25 ans, ce taux de départ n'évolue pas. Donc, quand on compare avec les pays voisins, on a des taux de départ qui sont au-delà de 70, 80, 85%. Donc, nous avons une marge de progression importante et qui permettrait aussi de générer du chiffre d'affaires. Là, il y aurait probablement un créneau pour un État stratège si jamais les conditions étaient réunies. Le tourisme se présente volontiers, fait sa publicité volontiers en se définissant comme une activité de rencontre. Mais dans votre livre, vous montrez que c'est une activité de rencontre dans laquelle les touristes rencontrent d'autres touristes. On peut penser au Machu Picchu, où il faut, comme au Calanque, il faut réserver, où il y a des créneaux horaires, et dans la file d'attente des gens qui veulent monter jusqu'au Machu Picchu est composée de touristes qui, quelquefois, peuvent trouver une langue commune. Mais je prendrai un autre exemple qui me paraît moins spectaculaire, mais de la même nature, c'est celui de Paris. Il me semble que le tourisme à Paris ressemble de plus en plus à ça, c'est-à-dire un décor, c'est une venisification, un décor dans lequel des gens partent à la rencontre d'autres gens qui viennent du même endroit du globe qu'eux. Et la conséquence de cette importance numérique du tourisme, puisque Paris reste la première destination touristique, joue beaucoup sur le peuplement, notamment des arrondissements historiques, où il y a
de plus en plus de boutiques de la vie quotidienne, par les épiceries, des boulangeries, des charcuteries, des merceries, qui sont transformées à la fin du bail par les propriétaires en boutique pour les touristes, pour les passagers, non plus pour les habitants. Et à la fin, le coût de la vie finit par augmenter de telle manière qu'une partie de la population, celle qui n'est pas pauvre, mais qui est, j'appellerais les moyens riches, fiche le camp, parce que le coût de la vie au jour le jour est devenu insupportable pour leurs finances. Qu'est-ce que vous voyez comme mesure de régulation, je dirais, déjà mise en chantier? Il me semble, moi, que les municipalités successives de Paris ont mis beaucoup de temps à comprendre que le tourisme n'était pas seulement un apport financier, mais était aussi un problème, et qu'elles ont mis, à part sur les questions des appartements en location touristique, des Airbnb et autres, elles ont mis beaucoup de temps à réagir, mais vous en savez plus que moi. Oui, je vous rejoins complètement. Quand vous dites qu'elles ont mis beaucoup de temps, je crois qu'elles sont encore en train d'y réfléchir pour l'essentiel. En dehors, effectivement, de la régulation des locations touristiques temporaires, où là, il y a eu, à Paris, comme dans beaucoup de villes en Europe et dans le monde, des mesures de plafonnement. Mais pour le reste, on est effectivement très tributaire de ce que rapporte le tourisme et du ruissellement, en quelque sorte, qui produit. Et là aussi où je vous rejoins complètement, c'est que même dans des arrondissements avec des populations de bon niveau de vie, on commence à trouver que ça devient plus difficile à vivre. Et je crois que le politique n'en a pas encore pris suffisamment la dimension. Il se trouve que dans la foulée de ce livre sur l'hypertourisme, j'ai eu l'occasion d'écrire un livre blanc du tourisme à Montmartre, et que ça a été l'un de mes terrains d'expérimentation finalement de cette relation que nous avons avec les touristes et aussi avec le politique, et on voit bien à quel point les choses ne sont pas faciles à gérer, parce que ce qui se joue, c'est la concurrence des pouvoirs d'achat. Et on avait, il y a quelques décennies, on avait beaucoup mis l'accent sur la différence entre le pouvoir d'achat des touristes venant du Nord et les populations du Sud, qui d'ailleurs a toujours été un flux minoritaire dans les flux touristiques. Mais là, ce que nous voyons, c'est des concurrences Nord-Nord, en quelque sorte. C'est des concurrences entre le pouvoir d'achat des touristes et le pouvoir d'achat des habitants du lieu. Or, même si les habitants du lieu ont un pouvoir d'achat important, ils n'ont pas la même propension à consommer que les touristes. Quand on est touriste, pour quelques jours, on se lâche davantage, on consomme davantage, et tout ça fait monter les prix. Et il y a un phénomène d'épuisement qui se produit, qui dans le cas parisien est, amplifié par le fait que nous sommes dans une législation d'exception. Les zones touristiques internationales sont dérogatoires au droit du travail et ne prévoient pas du tout la possibilité de faire intervenir des représentants de la population d'accueil dans la gestion du flux. C'est ce que j'ai mis en valeur à propos de Montmartre, où je crois qu'il me semblerait raisonnable qu'il y ait une co-construction, comme on dit maintenant, de la manière d'accueillir au mieux les touristes, entre les acteurs du tourisme, les élus évidemment, mais aussi des associations représentatives finalement de ceux qui accueillent, parce que ce qui est en cause là aussi, ça n'est pas le rejet du tourisme en général, mais c'est de certaines formes de tourisme. Ce qui exaspère les Montmartrois que j'ai pu rencontrer et interroger, ce sont des groupes. Ce sont des groupes avec des haut-parleurs. Ce sont aussi les food tours, c'est-à-dire que des gens qui ne parlent pas la langue, qui viennent d'autres continents et qui sont pilotés par un guide qui leur a été proposé par une plateforme, puisque là aussi on est dans un tourisme de plateforme qui met en relation directement les touristes avec un certain nombre de prestataires, et qui vont leur faire visiter une boulangerie, une charcuterie, etc.,
qui en général n'achètent pas beaucoup, prennent des photos, demandent comment est composé le pain au chocolat, et pendant ce temps-là, les habitants du coin font la queue. Et donc ça, ce sont des éléments d'exaspération. La bonne nouvelle de ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a encore des habitants à Montmartre, ce dont personnellement je doutais. Oui. Nicole Nisotto, pour une dernière question qui va forcément être Est-ce que vous pensez que l'Europe pourrait être un niveau de régulation additionnel, si je puis dire, parce que pour l'instant, dans l'Union européenne, les politiques de tourisme sont des politiques nationales. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être utile de réguler au niveau européen? Rémi Knafou. Absolument. Je pense que c'est un espace pertinent pour tout un tas de régulations. Je l'ai évoqué à propos de l'aérien, parce que c'est la seule possibilité de faire évoluer le système. Échanger les expériences, parce que les problèmes sont les mêmes. Le maire de Florence, le maire de Venise, le maire de Paris, enfin, c'est les mêmes problèmes partout. Et là, je crois qu'il serait quand même très utile, effectivement, de partager davantage les expériences et de les harmoniser. Ça me paraît une belle ambition pour notre continent. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Jade Mention, avec qui cette émission a été préparée. Je remercie Arnaud Galabé, qui a enregistré notre conversation. Et je vous donne rendez-vous, donc, dimanche prochain, pour un nouvel Esprit Public. Je remercie évidemment particulièrement Sciences Po, ceux des employés de Sciences Po, des salariés de Sciences Po qui ont participé à cet enregistrement, ceux qui ont aidé à son organisation, et puis la direction de cette maison qui nous a déjà invités cette année et qui se propose de continuer à le faire dans les mois de l'année qui arrive. Merci à vous.